Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief rapide de l'ADAX 6 classique, la course d'Hambourg. On va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé avec un scénario un petit peu surprenant, avec la modification du parcours. On a vu que ça a vraiment été intéressant, on en parlera. Et puis on parlera également du classement de cette épreuve. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Si vous voulez booster cette vidéo, vous pouvez booster cette vidéo. Ça, c'est seulement sur mobile. Je crois que c'est un bouton qui se situe à côté du pouce. Et puis on commence tout de suite avec cette vidéo. Puis si vous avez les moyens, vous pouvez faire un super thanks. On commence tout de suite. Alors, que ça soit la DAX 6 classique ou la Polynormande, on va faire du débrief des deux courses. Je vais faire des débriefs en version, je dirais, pas raccourci, mais oui, en version, on va dire, moins détaillée. Pas forcément top flop. Les deux courses, j'ai regardé en parallèle. J'ai reçu en plus au même moment un appel, alors qu'on était dans les 30 derniers kilomètres. Donc forcément, il n'y a pas de résumé déjà, parce que quand je regarde deux courses en même temps, c'est compliqué de faire un résumé, ça demande encore un niveau de concentration dessus. Et puis, surtout avec l'appel téléphonique, bon voilà, j'ai peut-être raté 2-3 trucs. Donc c'est pour ça que les deux débriefs seront dans cette version sans montage, un peu comme si c'était un contre-la-montre. Voilà. Puis ça me permet de gagner un petit peu de temps pour cette journée de lundi, avant d'avoir mardi le Tour du Limousin. Et surtout, on va commencer la Volta aussi à partir de mardi ou de mercredi, donc avec la présentation du parcours. Bon, on commence tout de suite avec cette course. Il y avait eu une modification de parcours. On a un peu durci le parcours de cette classique d'Hambourg. C'est vrai que les dernières années, on avait quand même beaucoup de mal à éviter un sprint. Et on a rajouté des montées du Wasberg. Voilà, tout simplement, donc qui est la montée la plus importante, qui est une montée assez courte. Si on regarde le parcours là, hop là, même, je peux même vous le montrer. Voilà, on a gardé cette montée du Wasberg, donc vous voyez 700 mètres à 9%, qui ressemble en fait à un mont flandrien, sauf qu'il n'y a pas de... Il y a un mont flamand, sauf qu'il n'y a pas de pavé. Et on a rajouté en fait deux tours, enfin deux passages du Wasberg par rapport à ce qu'on avait avant, ce qui a vraiment durci énormément la course dans les derniers kilomètres. Et c'est vrai que cette épreuve ADAC 6 classique, qui est une épreuve voilà, qui date de 96, eh bien, ces dernières années, on avait du mal un petit peu à attirer les stars du calendrier, malgré que ça soit une épreuve World Tour. C'est vrai que c'était un petit peu compliqué d'attirer les stars, et on s'est dit, bon, comment faire pour avoir un peu plus de monde, pour avoir un peu plus de difficultés, mais sans non plus qu'on ait que des punchers, sans forcément qu'on perde les sprinters. Ce qui est très compliqué, parce que si vous durcissez trop, vous n'aurez plus de sprinters. C'est un peu le problème qu'a la Vuelta cette année. Pour attirer les sprinters, c'est quasiment impossible, parce qu'il y a trop d'arrivants en boss. Mais en même temps, quand c'est trop facile, c'est pas très passionnant, parce qu'il n'y a pas grand monde qui veut partir en échappée, il n'y a pas forcément de carotte au bout, et surtout l'échappée, c'est qu'elle a peu de chances d'aller au bout. Là, on a durci suffisamment pour qu'on ait des attaquants qui puissent aller au bout, mais en même temps pas de trop pour qu'on ait encore des sprinters. Et on voit qu'on a, je trouve, parfaitement réussi la donne sur cette épreuve, sur cette deuxième classique en Allemagne, avec ce double passage du Wasberg. Alors il faut saluer l'échappée du jour, composée de Rory Tozon, de Johan Jacobs, de Nelson Oliveira, de Dries de Potter, qui étaient à 4, qui ont fait 200 km, plus de 200 km à 4. Et avec Rory Tozon qui a tenu jusqu'au bout. Il a accéléré aux 400 mètres, Rory Tozon, et il s'est imposé sur cette épreuve pour la Q36.5. Nouvelle victoire pour la Q36.5, mais certainement la victoire la plus importante de la saison pour la formation suisse. Et puis la victoire la plus importante de la carrière de Rory Tozon. Pas vraiment surpris que ça soit le dernier à être repris, Rory Tozon, et qu'il n'ait pas été repris. Je me souviens de sa victoire sur la route Tourangelle,
Sa victoire sur la route Orangelle, il y avait eu des conditions effroyables. Vraiment, il flottait énormément. Enfin, c'était une catastrophe pour cette épreuve. Puis il faisait pas très chaud parce qu'on était fin mars, début avril. Euh, et, euh, et je m'étais dit, ce jour-là, Rory Tozon qui s'était imposé, je m'étais dit, lui, c'est quand même pas simplement un coureur d'épreuve de Coupe de France de deuxième division. Il a les qualités pour faire plus. Jusqu'à maintenant, il avait eu du mal à le montrer, à le prouver. Il le fait sur cette épreuve. Alors il faut saluer également Johan Jacobs parce que c'est aussi un sacré rouleur, le Suisse. Et puis Rory Tozon qui a très très bien géré le dernier kilomètre parce qu'on voit hein, le peloton revenir à ce moment-là à pleine vitesse. Autant ça s'est un peu regardé vers 3-4 km de l'arrivée. Autant là dans le dernier kilomètre, ça roule pleine balle vraiment. Très très gros tempo. Vous avez la Lotto qui emmène. Enfin voilà, vous avez les équipes de sprinters mais notamment la Lotto qui emmène parfaitement. Et puis on bute sur Rory Tozon qui fait un énorme sprint de 400 mètres. Et ça fait du bien voilà, que des coureurs comme ça arrivent à s'imposer. Je pense à Jonas Abrahamsson également sur le circuit franco-belge, sur le Tour de France. On est sur des attaquants et qui arrivent à s'en sortir jusqu'au bout. Bravo! Cette année, il a quand même remporté pour une deuxième fois le titre de champion d'Irlande. Et puis voilà, cette victoire qui est la plus belle de sa carrière, parce qu'il n'en a que 6, hein, dont des courses en Belgique, en Chine, pardon, une étape du Tour de la Mirabelle, mais qui ne compte pas. Et puis la route Tourangelle et la Scie Classique Hambourg, parce que le Tour de la Mirabelle, c'est une épreuve de 2. Donc je rappelle que considéré comme épreuve pro, seulement les courses qui se terminent par un point 1 au final. Mais on sait que c'est un coureur qui a des qualités. Après, il avait du mal à le démontrer. En plus, c'est un coureur qui est en fin de contrat. Rory Tozon à 30 ans, quand vous avez surtout passé votre carrière en deuxième division ou en continental, c'est pas forcément simple ensuite de réussir à trouver un contrat. Je me souviens quand il avait remporté la route Orangelle, il était dans cette fameuse équipe Bolton Equities Black Spoke où il avait fait une bonne saison en 2023. Bah là, forcément, c'est sa meilleure saison en carrière avec cette victoire hein, sur la Daxi classique. Et puis, pardon, je m'excuse, j'ai un petit bâillement. 13e voilà, de la Lotto Famen Ardennes Classique également cette année. 6e des boucles de la Mayenne en termes de résultats. Mais voilà, hein, les 400 points récoltés sur la Daxi Classique, c'est vraiment ça qui fait la différence pour Rory Tozon. Mais très très belle victoire du coureur qui a 30 ans. Belle deuxième place pour Arnaud Delis. Moi je trouve qu'il a très bien géré parce que dans le Weisberg, on ne le voyait que très peu. Il n'était pas forcément en premier rideau, on voyait beaucoup plus Paul Magnier, par exemple, dans ce Weisberg, qui était toujours très très bien positionné du côté de la Soudal Quick Step. C'est vrai qu'on voyait pas forcément énormément Arnaud Delis et le Belge très bien emmené dans le final. C'est ça qui fait la différence, c'est qu'il est superbement emmené dans le final Arnaud Delis. Et puis après, il est en confiance. Il a retrouvé la confiance grâce au Tour de France. Et là, c'est vrai il revient vraiment en grande forme. On va le voir aussi, je pense, sur les classiques canadiennes. Je pense à Arnaud Delis, comme l'an dernier. Oui, voilà. Et puis sur le Rennes 8 Tour également à partir de mercredi. Eh bien, j'attends de voir ce que ça va donner pour le Belge sur le Rennes 8 Tour. Mais c'est vrai qu'il est en très très grande condition en ce moment. Arnaud Delis et je trouve qu'il a vraiment des très bonnes jambes. Là le sprint vraiment il fait vraiment une grosse différence par rapport à Paul Magnier. La Lotto a bien bossé dans le final même si on aurait peut-être aimé qu'il roule quand il y avait 5 minutes d'écart et qu'il n'y avait que Alpecin à ce moment-là qui faisait le travail, mais bravo voilà, du côté d'Arnaud Delis. Paul Magnier, moi j'ai été impressionné aujourd'hui par Paul Magnier, c'est son classement dans le Weisberg, toujours dans le top 10, au sommet de cette montée. Alors c'est peut-être ce qui a fait que dans le final, il a eu un petit peu plus de mal, mais il était toujours parfaitement positionné dans ce Weisberg, et moi je trouve qu'il fait encore une fois une belle course. Je trouve que c'est quand même impressionnant, parce que Paul Magnier, c'est ça.
Deuxième année dans l'équipe numéro 1 hein, de la Soudal Quick-Step, mais l'an dernier il avait quand même beaucoup couru avec l'équipe réserve, notamment pendant l'été, où il avait notamment couru le Baby Giro. On l'avait peu vu avec l'équipe 1. Et je me posais la question cette année, est-ce que ça allait tenir toute la saison, Paul Magnier? Est-ce qu'il n'y aurait pas un moment à creux pour cette première saison, on va dire complète, avec l'équipe Soudal Quick-Step, avec en plus pas mal de pression sur les épaules? Je trouve quand même qu'il arrive très bien à s'en sortir et à répondre quand même aux attentes. Moi j'avais été une chouille déçu par son Giro, hein, on en avait parlé à ce moment-là. Bon, même un peu plus qu'une chouille déçue hein, par son Giro, j'avais été déçu. Par son Tour d'Italie, j'avais trouvé que ça manquait de résultats. Pour un coureur qui a du talent, on sait que c'est un coureur qui a un énorme potentiel. Bah, là, il l'a encore démontré par rapport à son placement. Et puis surtout, c'est un sprinter qui passe bien les bosses, qui n'a pas peur des pourcentages. Donc ça, c'est vraiment la force de Paul Magnier. Philipsen 4. Oui, alors c'est dommage du côté de Jasper Philipsen. On sent on en avait déjà parlé sur le Tour du Danemark hein, cette semaine. Mais on sent qu'il en manque un peu physiquement du côté de Philipsen. C'est vrai que par rapport au niveau de forme qu'il avait sur le dernier Tour de France, j'ai l'impression que c'est une chouille en dessous. Alors après c'est difficile de juger parce que sur le Tour de France il a abandonné assez vite. Mais j'ai l'impression quand même qu'il était très costaud sur le Tour de France. Et c'est vrai que il a dû abandonner très tôt. Il faut se remettre dedans. Il y a eu quand même une belle blessure sur ce Tour de France. Et ensuite il faut réussir à se remobiliser quand tu as peut-être raté l'objectif de la saison. Parce que pour les sprinters cette année, que ce soit le championnat d'Europe ou que ce soit les championnats du monde, ça va être impossible. Et puis il reste les courses de fin d'année, mais c'est vrai que à part la Vuelta, il y a Paris-Tours, mais on sent bien que il y a la Bretagne classique, pourquoi pas, mais on n'est pas sur les courses les plus importantes du calendrier. Il a raté son objectif numéro 1 et après pour se remettre c'est pas forcément facile. Mais j'ai l'impression qu'il en manque un peu du côté de Jasper Philipsen. Van Poppel, du côté de Van Poppel, plutôt pas mal. Bon voilà, après là aussi il s'est pas pris de carton jaune, ce qui est pas loin du miracle du côté de Van Poppel. Oui, une bonne journée parce que Red Bull, je suis pas sûr qu'il s'attendait à marquer autant de points sur cette Adaxi classique, donc c'est plutôt une bonne journée pour la formation autrichienne. Fred White, tombé sur plus fort au sprint. Il a sa place hein, quand vous regardez Fred White, devant on a des vrais sprinters, lui c'est pas un vrai sprinter, c'est un coureur qui a une bonne pointe de vitesse Fred White, mais c'est pas un vrai sprinter. Je trouve quand même qu'il a retrouvé de l'allant Fred White cette année. Parce qu'il y a eu une période un petit peu compliquée pour le Britannique après sa grande saison, c'était en 2022 qu'il avait fait une très grande saison, hein, Fred White. Et il avait eu un peu du mal en 2023, 2024. Là, je trouve vraiment qu'il a retrouvé des couleurs en cette année 2025. Donc c'est intéressant, il a peut-être eu un peu de mal à enquiller les grands résultats, les attentes aussi peut-être qu'il y avait autour de lui. Coureur aussi en fin de contrat, Fred White, ça pourrait intéresser du monde. Alors on est sur un marché pour l'instant des transferts qui est un petit peu calme, hein. Il y a eu assez peu d'annonces. On attend en fait la fusion entre la Lotto et l'Intermarché. Mais Fred White, ça peut faire partie des coureurs, ceux qui souhaitent avoir Girmay et qui n'arriveraient pas à récupérer Girmay, ça peut être une bonne solution de repli Fred White et qui coûte, je pense, moins cher. Voilà, on voit en deuxième place à Issoire. Aujourd'hui, c'est un coureur qui a une bonne pointe de vitesse. Mais quand tu tombes sur du Magnier, sur des coureurs comme ça, c'est un peu compliqué d'aller les battre, d'aller les chercher. Morgado, très bien aussi, un peu pareil que Fred White, on n'est pas sur des purs sprinters, donc devant ça allait un petit peu trop vite pour lui, mais là aussi une belle journée pour un coureur qui là était complètement leader, hein, avec peut-être Creston McNulty si on tentait de loin, mais dans une arrivée massive, voilà, c'était le leader numéro 1. On poursuit avec Girmay. Girmay, je trouve que son évolution en tant que coureur, on a raté quelque chose. Cette année, on s'aperçoit quand même qu'il a à la fois pas les qualités des purs sprinters, il n'a pas la puissance des purs sprinters.
Il est surtout trop gentil dans les sprints. Alors, je dis pas qu'il faut envoyer tout le monde au tapis, mais c'est quand même un coureur qui a tendance à se laisser un peu trop faire. Binyam Girmay perd souvent sa position, et en plus, je trouve qu'il a perdu ses qualités en boss, parce que Magnier, Dely était... bon, voilà, Dely il se cachait, mais tu le voyais qu'il était plutôt dans le bon paquet. Magnier aussi, lui, il était en difficulté, voire distancé Binyam Girmay. Or, je rappelle que normalement, de base, c'est un coureur qui a été en capacité de battre Mathieu Van Der Poel sur le Giro. Donc on est passé d'un mec qui est plus en capacité de battre les meilleurs sprinters punchers, que ça soit en côté puncher, mais que ça soit également en côté sprinter, parce que c'est pas devenu un pur sprinter non plus. Donc il y a un vrai souci, je pense, sur l'évolution du coureur. C'est comme si on avait décidé qu'un milieu de terrain passe attaquant, sauf qu'il fait 1m70 et que pour le jeu de tête, c'est un peu compliqué quand tu es attaquant de pointe. Voilà, ben, c'est un peu ça Binyam Girmay, c'est-à-dire que c'est un sprinter puncher qu'on a voulu transformer en pur sprinter, mais qui a perdu ses qualités de passer les bosses, et en même temps qui manque toujours de puissance. Et je trouve qu'aujourd'hui, par exemple, Girmay, là avec le profil qu'il a, c'est aucun intérêt d'aller sur les classiques flandriennes. Aucun intérêt pour lui. Et en même temps, sur les sprints massifs, je trouve qu'il manque encore un peu de puissance. Donc il y a une évolution de carrière qui me semble pas terrible. Un peu comme Bryan Coquard à une époque où on s'est dit, tiens, l'évolution de carrière, elle est peut-être pas super. J'ai l'impression qu'il a perdu ses qualités. Voilà, Binyam Girmay, c'est un peu l'impression que j'ai. Baptiste Louvel 9e, ça va faire du bien pour l'Israël, parce qu'en ce moment, ils avaient un peu du mal à obtenir des bons résultats. Un Tour de France moyen, très moyen. Et un reste des autres courses est un petit peu compliqué, donc ça va faire du bien avec Mathis Louvel. Et puis Aramburu 11 avec Coquard 14, ça marque des points au niveau UCI. Andresen un peu déçu, parce que normalement c'est un sprinter qui passe bien mieux les bosses que ça, Andresen. Et puis Bryan Coquard, là aussi, un peu comme Girmay, ça manque de puissance pour un peu sprinter, et en même temps ça passe, je trouve, de moins en moins bien les bosses du côté de Bryan Coquard. Donc un résultat décevant. Axel Laurence, contre-temps. À contre-temps pendant toute la course. Ça a vraiment un travail qu'il doit réaliser pendant l'intersaison. Lucidité, intelligence de course. Voilà. Faut vraiment qu'il travaille là-dessus, parce que je trouve qu'il a une intelligence de course qui n'est pas exceptionnelle. Axel Laurence, et dans son placement, dans sa manière de courir, il y a des grosses erreurs. Et c'est un coureur qui a des bonnes jambes. Mais aujourd'hui, il faut arrêter de faire ces erreurs-là si tu veux gagner des courses. Comme le disait très bien Steve Chenel du côté de la Poly-Normande, certes, c'est bien d'avoir des bonnes jambes, mais le cyclisme, c'est pas seulement bourriner sur des pédales. Et Axel Laurence a un peu du mal dans cet exercice-là. On va revenir sur les coureurs qui ont eu du mal sur cette course. Hirschi, il a encore complètement pété, Hirschi. Donc, saison incompréhensible de Marc Hirschi, c'est-à-dire première partie de saison qui n'était vraiment pas dégueulasse, je dirais le tout début de saison en janvier, et alors depuis mars, il a disparu et puis il ne retrouve pas les jambes. Je me demande vraiment ce qui se passe du côté de Marc Hirschi. Est-ce qu'il y a une maladie? Est-ce qu'il y a un truc? Grande interrogation. Riley Sheehan également 23e. C'est vrai qu'on aurait pu l'attendre peut-être un petit peu plus haut en termes de résultats. Bon, Jonas Abrahamsson peut-être un peu fatigué des fêtes du circuit franco-belge. Marie Vandenberg, comme je dis toujours, ce coureur-là, c'est pas un coureur d'été, c'est un coureur de printemps, d'hiver, mais c'est pas un coureur qui est performant l'été, je trouve, Marine Vandenberg. Stuyven, oui, c'est vrai que on misait quand même plus sur Milan, mais Milan a explosé très vite. Vachek également très loin, 38e seulement, qu'on n'a pas vu forcément faire des grosses attaques. C'est dommage. On remonte. Del Toro, bon, c'était pas forcément son terrain de prédilection. Je pense que c'était surtout pour moi un jour de course. Arnaud Démare, il a pété dans le Vasberg, dans le dernier passage du Vasberg, et il n'a jamais réussi à revenir. Dommage. Viviani, je l'ai pas vu de la course. Pour tout vous dire, on le voit tellement peu cette année, Viviani. J'avais oublié qu'il était chez Lotto. Parce que je l'ai pas vu moi depuis le début de saison. Il a fait que des courses quasiment que j'ai pas vu.
Voilà. Il sera sur la Vuelta, tiens, Viviani. Intéressant de voir ce que ça va donner. Bon, aussi en fin de contrat, mais je sais pas trop ce que ça va donner, Viviani, sur la Vuelta. Intriguant. Ça fait partie des coureurs qui risquent de ne pas rester chez l'auto, hein. Je pense, Viviani. Christophe, bon, bah là aussi, le poids des ans commence à se faire sentir. À une époque, je pense qu'il aurait passé parfaitement ses boss. On retrouve Chesbol, Bittner, qui n'ont pas passé la montée. Donc oui, de Preto également, surprenant. Nizzolo, qui je crois était l'un des premiers lâchés. Laporte, reprise de saison assez transparente, hein. C'est vrai que moi je l'ai peu vu, Christophe Laporte, après quasiment 316 jours sans courir. Forcément, fallait quand même pas s'attendre à des miracles. Dommage, Colby Simons, qu'on aurait peut-être aimé voir dans l'échappée. Voilà, Toomart, le jeune Belge qui finit 104e, lui aussi un coureur que j'ai très peu vu cette année, Toomart. Il a fait le Tour de Wallonie, le Tour de Belgique, mais c'est des courses que j'ai pas suivies. Lui qui était avant que en cyclocross et qui a rejoint désormais la Lotto. Voilà, en cours de saison, il y avait une petite place de disponible. Il a rejoint la Lotto Bauhaus, pardon. Également très loin, le cours de la Bahreïn, là aussi, qui a explosé très très vite. Ackermann, pas trop de surprise, mais Ous non plus. C'était trop pentu pour eux. Et puis Caden Groves, tiens, mais qui revenait après le Tour de France. Hein. Il n'avait pas couru depuis le Tour de France, Caden Groves. Boussy, il avait fait le circuit franco-belge qu'il a abandonné, peut-être un peu de fatigue. Voilà pour ce coureur. Et puis Milan. C'est marrant, Milan. Hein. Avant, il passait les bosses. Il ne passe plus une bosse, Milan. J'ai rarement vu ça. C'est vrai que c'est un coureur. Moi, je me souviens, chez Bahreïn, il était très très fort parmi les sprinters. C'était pour moi le meilleur sprinter qui passait les bosses. Il ne passe plus une bosse. Ça, j'ai un peu du mal à l'expliquer, hein, pour tout vous dire. Autre coureur qui a complètement disparu des radars, Covey. Voilà. Lui, je me demande pourquoi il a renouvelé chez UAE à un moment. Covey, il va avoir 25 ans, il est en fin de contrat. Les dernières saisons sont pas exceptionnelles. C'est un coureur pour moi qui était ultra prometteur, Covey, dans ses jeunes années. Hein, je vous en parlais souvent, même à une époque de Covey, au moment du Tour de France, du Tour d'Italie, pardon. Je parlais énormément d'Alessandro Covey et de ses qualités. Aujourd'hui, pour moi, c'est un coureur qui a complètement disparu. Il faudrait qu'il change d'équipe pour se relancer. Puis qui a abandonné Mohoric également, qui est en ce moment en difficulté. Gaviria aussi, qui ne fera pas le Tour d'Espagne. La Movistar sur le Tour d'Espagne, on en parlera. Hein. Je crois que c'est la Movistar la plus faible que j'ai jamais vue. Ah vraiment, j'ai rarement vu une équipe aussi faible du côté de la Movistar. Hein. Et puis Niklas Behrens, Morafini, qui ont abandonné également. Behrens, pour l'instant, pas une très grande saison de champion du monde espoir. Hein. Ouais. Ah, là, j'ai une petite... Voilà, ça des fois. En ce moment, il plante pas mal Pro Cycling Stats. Je sais pas si vous avez le même problème que moi, mais souvent j'ai ce message d'erreur là. Ça plante pas mal. Oui, donc comme je disais, Niklas Behrens, pour une année de champion du monde espoir, pas foufou. Voilà. 0 points, il marquait en passant. Donc c'est vrai que j'en attendais mieux. Voilà, du champion du monde espoir allemand. Assez déçu pour l'instant de ce qu'il nous propose. Alors, je crois qu'il y a eu des petits soucis physiques pour lui. Oui, voilà. Une clavicule, ce qui n'est pas non plus un truc horrible, mais qui a dû tomber au mauvais moment la saison. Ce qui fait qu'il est assez transparent. Voilà, depuis. Et bien voilà, je crois qu'on a fait le tour de cette scie classique. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!